Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur ce nouveau webinaire. On avait fait récemment un webinaire avec un de nos partenaires qui s'appelle Tenacy et on a choisi aujourd'hui de faire un nouveau webinaire avec un autre partenaire qui s'appelle Overstock. Et on va parler Bonjour à d'un tous. sujet qui est très difficile à prononcer, le Casim. Tu vas pouvoir me dire si jamais je me trompe sur la prononciation, Théo. Donc ça s'écrit CAASM. Et puis je vais te laisser donc tout de suite te présenter, Théo. Ça marche. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tous. Donc on va décortiquer un peu ce nouvel acronyme qui a été estampillé par Gartner. On n'est pas responsable de la création de ce nouvel acronyme, mais ce qui fait qu'on fait ce webinaire aujourd'hui avec Maxime, c'est la grande complémentarité qu'ont ces solutions avec des scanners de vulnérabilité. Donc nous, qui on est? On s'appelle Oversoc, on est basé à Lille, on est 25 aujourd'hui. On est donc une boîte française et c'est assez important pour nous. On est un acteur du CASIM. Donc le CASIM, c'est le Cyber Security Asset Attack Surface Management. Donc on aura le temps aujourd'hui de vous expliquer ce qu'on fait et pourquoi c'est important et ce que ça peut vous apporter. Euh, c'est la suite d'un épisode qu'on avait fait avec Maxime, avec les RSSI du CESIN, où justement on s'était rendu compte que puisque le CASIM est un outil d'agrégation de données, justement on doit choisir des types de données, le scanner de vulnérabilité en fait partie, donc c'est important d'en avoir un de qualité qui priorise les vulnérabilités. On s'était dit pourquoi pas remettre le couvert avec ce sujet-là. Bah, très bien. Donc, juste une petite précision pour tout ce webinaire, comme d'habitude, pour les personnes qui nous suivent donc régulièrement sur ces événements Livestorm. Donc, il y a un petit chat intégré directement dans Livestorm. Vous pouvez, pendant toute la durée de ce webinaire, poser des questions. N'hésitez vraiment pas, en fait, ça nous permet vraiment d'interagir avec vous en continu pendant tout ça. Et puis, bah, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, hop, je te laisse prendre la main, Théo, pour parler un petit peu Donc, de pourquoi le Casim. alors, on a un constat qui est évidemment partagé à la fois par les acteurs du CASIM et par les acteurs qui font du scanner et de la priorisation de vulnérabilité comme CyberWatch. C'est de se dire, bon, on a différentes entités dans une entreprise, différents personas. On a le top management, la partie plutôt CIO et CISO qui ont un énorme tas de risques. On peut étendre justement la partie vulnérabilité à une partie risque à prioriser. Et on se retrouve que cette priorisation retombe souvent sur les épaules des équipes opérationnelles qui doivent, pour être un peu cru, pelleter dans des millions de vulnérabilités. Et évidemment, c'est là que Maxime pourra nous expliquer comment on peut faire ça de façon efficace avec CyberWatch. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de vous montrer justement de la complémentarité, de vous montrer comment des consommateurs de données de vulnérabilité comme nous peuvent vous aider à gagner du temps et à automatiser certaines tâches qui sont faites manuellement aujourd'hui. Donc on aura le temps de revenir là-dessus, de décortiquer un peu plus le CASIM, mais c'est important aussi de comprendre aujourd'hui ce qui est à l'état de l'art côté scanner de vulnérabilité et ce qui vous permet justement, vous, de commencer à réduire ce nombre-là en allant chercher d'autres sources d'informations. Et on raccrochera avec la partie CASIM quand on viendra vraiment exploiter d'autres sources de données avec le scanner de vulnérabilité et quand on introduira là-dedans toute la partie contexte métier qui peut être parfois compliqué à exploiter avec du dashboard. C'est ça l'enjeu de notre discussion aujourd'hui. Et donc pour ça, je te laisse la main, Maxime, c'est toi le spécialiste du scanner de vulnérabilité aujourd'hui. Donc déjà, effectivement, merci Théo. Comment on peut prioriser les vulnérabilités? Donc, je vais vous parler de plusieurs méthodes qu'on a tendance à présenter en fait dans plusieurs de nos webinaires ou alors quand on va faire aussi des démonstrations sur les salons. Parce que sincèrement, c'est des méthodes qui fonctionnent très bien. Et si jamais vous nous suivez depuis longtemps, vous verrez que certaines méthodes que je présentais il y a quelques mois encore comme quelque chose qui était à prendre avec des pincettes parce que très récemment, en fait, là aujourd'hui, je vais vous en parler comme des méthodes un peu plus reconnues parce que le marché évolue et maintenant, c'est des méthodes qui sont beaucoup plus adoptées. Tout ce que je vais vous présenter ici, c'est aussi des choses d'ailleurs que notre logiciel Cybotch sait déjà faire de manière automatique. Et en fait, de mon point de vue, ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas une seule méthode qui fonctionne bien pour la gestion des vulnérabilités. Par contre, ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs méthodes disponibles pour pouvoir utiliser ces méthodes en fonction des profils avec lesquels on échange, parce que tout simplement, chaque équipe, chaque culture d'entreprise va avoir
plusieurs discours qui vont être plus ou moins résonnants avec eux. C'est-à-dire que l'idée, c'est quelle est la méthode qui, en fonction de nos interlocuteurs, vont permettre de les motiver pour déclencher des actions. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, déjà, des vulnérabilités, il y en a beaucoup. Et comme le disait Théo aussi juste avant, en fait, faut prioriser. Et sincèrement, les sociétés qui nous disent je veux zéro vulnérabilité chez moi, je vais pas dire que j'y crois pas, mais c'est quand même très 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 difficile. Le vrai enjeu, c'est de se dire quelles sont les vulnérabilités prioritaires pour que je puisse cibler un objectif de zéro vulnérabilité prioritaire. Et ça, c'est plus réaliste quand même comme objectif. Il y a une petite image que j'aime bien utiliser en ce moment. En fait, c'est un mème à la base qui dit quels sont les objets les plus lourds dans l'univers. Et donc, il y a le soleil, il y a les étoiles à neutrons, il y a les trous noirs. Et puis, souvent, malheureusement, on dit les rapports de scan de vulnérabilité, c'est quelque chose de terrible à exploiter. Et en fait, quand on a des rapports qui sont beaucoup trop lourds, qui font 300 pages, c'est trop difficile à exploiter pour les équipes, tout simplement. Et donc, comment on peut aider sur ces sujets-là? En fait, la méthode 1 que j'aurais tendance à vous recommander, c'est déjà d'utiliser le score CVSS, qu'on décrit souvent, mais qui en vrai marche bien si jamais on se sert de tous ces éléments. C'est pour ça que je vais aller plus loin dans ce que je vais vous dire. C'est pas utiliser juste le score CVSS, c'est il faut utiliser le score CVSS version 3.1 et de manière complète. Et en fait, ça va vous permettre de partir d'un score CVSS brut qui est fourni par les autorités pour toutes les vulnérabilités que vous pouvez avoir. Ça va prendre en compte aussi est-ce que la vulnérabilité elle est réellement exploitable ou pas, parce qu'une vulnérabilité qui est exploitable va être plus intéressante qu'une pour laquelle il n'y a pas de kit clé en main qui est disponible sur Internet pour l'utiliser. En gros, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire attaquer par une vulnérabilité pour laquelle il y a un kit clé en main, j'appuie sur entrée, ça attaque tout seul, que pour des vulnérabilités où il va falloir que je décortique tout ce qui est cette vulnérabilité, où vous va y avoir un effort énorme à fournir. Il y a aussi la prise en compte du contexte métier, de vos contraintes métiers. Et donc ça, en fait, on peut le matérialiser avec deux éléments, des éléments qui sont purement liés au CVSS et après des éléments qui sont plutôt liés à des représentations internes. Donc là, on va regarder tout ça dans le score CVSS, comment ça se matérialise. Et le groupe métier, en fait, c'est tout simplement si vous avez des actifs qui sont scannés avec une solution de scan de vulnérabilité, notamment CyberWatch, vous pouvez aussi affecter des groupes à vos machines pour dire ça c'est de la production, ça c'est de la pré-production, etc. Et en fait, le score CVSS permet déjà d'intégrer certaines notions des éléments métiers. Donc le score CVSS version 3.1, il se matérialise avec 3 types de composants. On a le score de base, ça c'est celui qui est fourni par les autorités, vous n'êtes pas censé le modifier. Vous avez aussi le score temporel, et ça c'est un score qui change dans le temps, d'où son nom de score temporel. Et après le dernier levier, c'est le score environnemental. Et donc, comment ça se matérialise tout ça plus concrètement, comment on peut s'en servir? En fait, le score de base, donc c'est le NVD qui va fournir ces informations-là. Et la partie exploitabilité, on va prendre des données à partir de sources d'informations comme la base KEV du CISA, donc le Known Exploited Vulnerabilities qui vient du Center for Internet Security Agency. Donc c'est en fait c'est des entités internationales, en l'occurrence ici américaines, mais qui fournit une liste d'informations sur les vulnérabilités où on sait qu'elles sont utilisées en ce moment. Vous avez aussi Packetstorm, Metasploit, GitHub, et l'idée c'est de dire que quand il y a des vulnérabilités pour lesquelles il y a des kits qui sont disponibles sur ces plateformes ou lorsqu'il y a une confirmation d'une exploitation en cours sur le CISACF, ces vulnérabilités sont plus dangereuses. Et après, les deux derniers leviers, donc la partie contrainte métier et les groupes métiers, ça, c'est à l'utilisateur de le fournir. Donc, comment en fait on fait pour récupérer ces informations-là? Et en fait, soit vous avez une base existante avec une CMDB ou équivalent, soit vous faites de la saisie manuelle dans la solution. Donc, par exemple, dans CyberWatch, vous pouvez aussi définir des règles sur tout ça. Et derrière, en fait, l'idée, c'est de venir renseigner donc ce qu'on appelle les contraintes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Concrètement, ça vous permet de dire, là, en fait, je vais avoir des enjeux métiers très élevés sur la disponibilité pour des équipements réseau, par exemple, ou alors sur la confidentialité pour les équipements plus liés à tout ce qui est RGPD, par exemple. Et vous pouvez aussi dire, et en plus, un actif qui est très exposé ou pas. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, ça vous permet d'avoir une approche très rationalisée de vos vulnérabilités et de contextualiser un score qui va passer comme sur l'écran ici. On voit que en haut à gauche sur la partie base score, il est à 8.3 et en fait, à la fin, il passe, on le voit en haut à droite, à 5.9. Et une fois que vous contextualisez toutes les vulnérabilités comme ça avec des informations fournies, vous pouvez écrémer.
La méthode 2, c'est si jamais vous avez des personnes qui vont vous dire: «Moi, je veux pas me concentrer sur les vulnérabilités qui sont les plus graves dans mon contexte, je veux me concentrer sur les vulnérabilités qui, mises bout à bout, forment une chaîne d'attaque qui va être plus ou moins dangereuse». Et en fait, pour ça, c'est finalement s'intéresser au problème de comment je fais pour analyser mes vulnérabilités de manière combinée. Et en fait, il y a une méthode pour ça aussi qui existe, donc c'est le MITRE ATT&CK, qui va permettre de regarder comment plusieurs vulnérabilités mises bout à bout vont être plus dangereuses. Le MITRE ATT&CK, c'est 14 tactiques, 188 techniques d'attaque. C'est beaucoup, beaucoup de données pour décrire finalement une chaîne d'attaque qui va de je rentre dans le système, c'est la partie de gauche du MITRE ATT&CK, à la partie j'ai réussi une attaque complète, c'est la partie impact qui est à droite d'une attaque informatique. Comment ça se fait, comment ça se matérialise concrètement pour les analyses de vulnérabilité? En fait, chaque vulnérabilité peut être projetée sur la matrice MITRE ATT&CK en passant par plusieurs étapes. On va transformer les vulnérabilités de la base CVE en des catégories qui sont fournies par le NVD d'ailleurs et qui sont données dans un format qui s'appelle le format CWE, ces catégories. Donc on passe des CVE au CWE et après on peut les convertir en données compatibles MITRE ATT&CK à l'aide de ce qu'on appelle les CAPEC notamment. Et donc vous avez une petite chaîne de transformation qui peut être un peu fastidieuse à faire à la main mais qui s'automatise aussi et ça vous permet de remplir des cases sur le MITRE ATT&CK. Concrètement, donc là on a une CVE à gauche et on a les cases correspondantes sur le MITRE ATT&CK à droite. On compte un point pour chaque vulnérabilité sur chaque actif analysé et on projette ça sur le MITRE ATT&CK et on met des couleurs en fonction de la quantité que ça donne pour chaque case du MITRE ATT&CK. Et ça vous fait donc une matrice qui ressemble à peu près à ça, avec des zones blanches quand il n'y a rien du tout dessus, jaune quand il y en a un peu, rouge quand il y en a beaucoup. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on peut en plus ajouter des éléments documentés par le MITRE et par les autorités comme l'ANSSI, qui vont permettre de se dire, ce groupe cybercriminel, cette menace, utilise ces techniques-là d'habitude dans le MITRE ATT&CK pour faire une attaque informatique. Résultat, on peut connaître son exposition et on peut connaître ce qui est utilisé par une menace. Et quand on superpose les deux, ça permet d'identifier des recouvrements potentiels. Et derrière, ça permet de se dire, OK, en fait, je veux neutraliser non pas une série de vulnérabilités par rapport à des scores, ça c'était la méthode 1, je vais neutraliser des vulnérabilités par rapport à un recouvrement lié à une menace. Et ça, c'est l'objectif du MITRE ATT&CK. Et donc, vous pouvez identifier ces vulnérabilités-là et après agir dessus dans votre outil de scan de vulnérabilité. Et la dernière méthode que je vais pousser aujourd'hui, c'est une méthode qui jusqu'à présent était moins recommandée dans nos webinaires parce qu'elle était encore assez balbutiement. Là, il y a la version 2 qui est sortie il y a très peu de temps. C'est l'EPSS, Exploit Prediction Scoring System. Concrètement, l'EPSS, c'est un score qui est fait par le FIRST, le même organisme que le score CVSS, et qui propose d'évaluer les vulnérabilités pas grâce à leur score CVSS, mais plutôt à partir de finalement quelle est la probabilité que dans les prochains mois, cette vulnérabilité soit utilisée avec succès dans une attaque informatique. Et donc, c'est un score qui repose sur une probabilité entre 0 et 100. Et l'objectif, c'est de faire émerger un signal dans le bruit des vulnérabilités, finalement. Ça fonctionne à base d'une formule qui a été établie donc par des chercheurs qui ont fait un petit peu de machine learning là-dessus. En gros, ils ont pris tout un tas de critères, ils ont entraîné des modèles à partir de la base des vulnérabilités existantes en se disant, finalement, on a maintenant pas mal de recul sur quelles sont les vulnérabilités réellement utilisées sur le marché par rapport à toutes les vulnérabilités existantes et connaissant les vulnérabilités déjà exploitées dans le passé, est-ce qu'on pourrait prédire la probabilité qu'une vulnérabilité nouvelle soit utilisée dans le futur? Et donc, c'est vraiment ça le mécanisme. C'est un score qui est très dynamique, qui change régulièrement parce qu'ils entraînent leurs données régulièrement et en plus, les données utilisées changent dans le temps. Et en fait, ça vous permet de mettre en avant certaines vulnérabilités qui vont avoir une probabilité, par exemple, supérieure à 60%. Là, on voit en fait que sur les 30 derniers jours, donc sur un des graphiques qui est disponible sur le FIRST, et en fait, on voit que sur les 30 derniers jours, il y avait 2 vulnérabilités qui étaient vraiment avec un score nettement supérieur aux autres. Et c'est ça ce qu'on entend par faire émerger le signal par rapport au bruit. C'est-à-dire que la majorité des vulnérabilités se trouvent dans une catégorie de je peux ne pas trop m'en soucier par rapport à l'EPSS, tandis que le signal, c'est qu'il y a quelques vulnérabilités qui, elles, sont vraiment mises en avant. Et donc, vous pouvez aller regarder tout ça. Donc, méthode 1, je rappelle, le CVSS version 3 points à utiliser de manière complète, c'est je recontextualise le score de toutes mes vulnérabilités sur tous mes actifs en prenant en plus leur exploitabilité en ce moment.
La méthode 2, c'est si jamais je veux plutôt utiliser des techniques qui vont me permettre de regarder comment plusieurs vulnérabilités mises ensemble, utilisées ensemble, vont être gênantes pour moi. Et puis le troisième levier, donc c'est la partie EPSS qui va se concentrer sur, d'après les données dont on dispose sur le passé, quelle est la probabilité que ces vulnérabilités-là soient exploitées avec succès sur les prochains mois. Et donc, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. Donc, il y a une question de Farid. Donc, la connaissance de cet outil de lutte ne le rend pas moins efficace, car connu par les personnes qui attaquent de façon continue utiliseront donc d'autres vulnérabilités. Alors, en fait, ça, c'est quelque chose, c'est une question qui se pose surtout pour le Mitre attaque. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire qu'un groupe cybercriminel qui voit qu'il est cartographié, en gros, est-ce qu'il n'a pas intérêt à utiliser d'autres vulnérabilités pour un petit peu brouiller les pistes? La réponse est plutôt oui, effectivement. Mais en fait, c'est plutôt que dans ce cas-là, une fois que ce groupe-là utilisera de nouvelles techniques d'attaque, celles-ci seront à nouveau documentées. Et finalement, c'est un petit peu toujours la course entre le gendarme et le voleur. C'est-à-dire que le gendarme va poursuivre le voleur sur la base de certaines méthodes d'attaque et le voleur va s'adapter et le gendarme aussi. Donc, pour répondre, en fait, faut pas prendre ces outils-là comme des outils qui sont figés. Il y a régulièrement de nouvelles versions qui sortent. Pour le CVSS, par exemple, il y a la version 4 qui est en préparation actuellement. Il y a le PSS version 3 qui sera aussi en préparation prochainement. Et en fait, même le Mitre attaque, si vous regardez, il y a la version 13 qui vient de sortir. D'ailleurs, en fait, on est en train aussi de récupérer ces informations-là. C'est-à-dire que tout ça, c'est des outils informatiques qui ont eux-mêmes des versions et qui évoluent régulièrement en fonction des menaces. J'espère que ça répond à votre question, Farid. Et je vais passer la main à Théo, justement pour montrer comment, à partir de tout ça, plus de données métiers complémentaires, eh bien, comment on peut faire une autre technique de priorisation, comment on peut représenter tout ça différemment. Super, merci Maxime. Alors, en réalité, c'est pas une autre technique, c'est pousser justement les 3 méthodes qui viennent d'être présentées par Maxime, mais vraiment se dire: «Comment on fait pour exploiter 100 des données qui sont présentes sur vos systèmes d'information via des outils?» Donc le scanner de vulnérabilité en est une, l'EDR peut en être un autre, l'exploitation de logs dans un SIEM en est une troisième. Et l'idée, c'est vraiment de se dire: «Comment on fait pour prioriser ces risques? Comment on fait pour voir toutes les sources de données en même temps?» Et donc, les outils de Casim sont des outils qui sont des outils consommateurs de données. Donc nous, sans données, c'est un peu brut de le dire, mais on ne peut rien faire. En revanche, pour des entités de taille intermédiaire ou pour des grands groupes ou des grandes institutions qui ont du scanner de vulnérabilité qui est fait régulièrement, qui ont des agents qui sont déployés quelque part, qui ont un puits de log, ça c'est vraiment de l'information qu'on utilise pour mapper, pour cartographier, représenter ce qu'on connaît du thème et faire ressortir les points saillants qui permettent de prioriser le risque. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend un scanner de vulnérabilité comme CyberWatch, avec une donnée de qualité déjà priorisée, il y a une partie du travail qui est automatisée et qui est déjà fait. Donc la qualité d'un outil Casim repose sur la qualité des données qu'on pousse dedans. Il y a des règles de priorisation. On peut justement permettre de nettoyer certaines choses qui sont mises à jour peu fréquemment par rapport à de la donnée qui, elle, serait poussée en temps réel par des agents ou qui serait poussée par un scan de vulnérabilité qui est relativement frais. Donc, on est vraiment consommateur de données. On a justement récemment questionné les RSSI du CESIN, à la suite du workshop qu'on avait fait avec CyberWatch, sur leur avis sur ce que c'est que ce Cyber Security Asset Attack Surface Management. On publie l'étude le mois prochain. Donc si elle vous intéresse, laissez-nous un commentaire et on vous la poussera. Et ce qu'on se rend compte, la question c'était, bon, qu'est-ce qui vous gêne dans la priorisation du risque? Il y a plein de facteurs, il y a plein d'outils, et ça semble presque impossible de le faire de façon efficace. Donc c'est à ça que servent les outils de Casim. Les grandes statistiques qui ressortent, c'est qu'on se rend compte que le contexte métier a une importance clé dans la priorisation du risque. Et ce sont des informations qui sont difficiles à aller chercher, parce qu'il faut des outils qui permettent parfois aux équipes de l'IT, même aux équipes métiers elles-mêmes, d'expliquer ce qui est important, ce qui est vital, et de le croiser avec de la donnée technique, justement. On se rend compte qu'il y a un enjeu aussi de connaître son périmètre. Donc on peut difficilement faire de la priorisation de risque si on ne se rend pas compte qu'il y a un nouvel asset qu'on ne connaissait pas qui est apparu. Et un point vraiment extrêmement important, c'est que souvent, dans les organisations, on a des analystes et des gens opérationnels en cybersécurité qui sont extrêmement compétents, mais qui passent trop de temps à faire de l'agrégation de sources de données. Parce qu'elles le font souvent manuellement, ça atterrit dans un Excel ou dans un Power BI qui doit être mis à jour
par cette personne, et c'est difficilement exploitable comme outil. Donc l'enjeu du CASIM, c'est de se dire comment on fait pour tirer plus de valeur des outils qui sont déjà exploités. Donc le constat macro, vous le connaissez, on a de plus en plus d'outils, de plus en plus de machines, et une pénurie de profils. Et donc ça vient tacler directement le fait que si on passe 50% de son temps à prendre de la donnée qualifiée d'une source 1, puis ensuite la croiser, par exemple, d'un scanner de vulnérabilité qui est performant, ensuite se dire, bah, tiens, j'aimerais bien croiser cette donnée-là avec une donnée d'EDR, et enfin, j'aimerais bien rentrer mon dernier résultat de scan réseau pour pouvoir m'y retrouver, avoir quelque chose de consolidé, ça, souvent, c'est fait manuellement. On peut avoir envie ensuite de dire, bah, tiens, j'ai identifié mes assets qui ont été couverts à la fois par un EDR et à la fois par un scanner de vulnérabilité, j'aimerais pousser cette information dans ma CMDB qui n'est jamais complète. Donc ça fait partie des grandes fonctionnalités d'un CASIM. Donc on repasse sur le constat micro, et justement on se rend compte que la partie équipe opérationnelle est extrêmement importante, parce que c'est à eux qu'on doit faire gagner du temps aujourd'hui. Et si on montre un peu le problème qu'ont ces équipes, c'est de se dire, ben, j'ai plein de sources de qualité, et le scanner de vulnérabilité est vraiment important, qui touche parfois certains assets, mais pas tous. Je peux avoir un EDR qui n'est pas déployé sur tout. Je peux avoir des machines qui n'ont pas pu être scannées ponctuellement par un scanner de vulnérabilité. J'ai un inventaire qui peut être sous forme de CMDB qui couvre seulement une partie de mon parc, mais il n'est jamais complet parce qu'il est mis à jour manuellement. Donc l'idée du CASIM, c'est de se dire comment on fait pour venir exploiter toutes ces sources de données. Je peux avoir par exemple certains assets exposés sur Internet, et ce que j'aimerais, c'est croiser de l'information qui vient à la fois de mon scanner de vulnérabilité, de mon scanner de surface externe, de mes agents qui sont déployés, et croiser ça avec mon inventaire. Donc ça, c'est vraiment l'essence du CASIM, c'est ça. Si en interne chez vous, vous avez des équipes opérationnelles qui ont l'impression de perdre du temps sur l'analyse parce qu'ils doivent corréler ces informations-là ensemble, c'est que vous avez probablement besoin d'un outil CASIM chez vous. Donc, le avant-après, parce que c'est un acronyme qui est relativement nouveau, on pourrait appeler ça de l'inventaire 2.0, pour être un peu cru. Ça ne plaît pas à nos concurrents américains qui font beaucoup de marketing là-dessus, mais l'idée, c'est d'avoir un inventaire dynamique et propre qui permet d'utiliser justement ces sources de données facilement. Et on verra le différenciateur d'Oversock qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la cartographie, elle est principalement faite manuellement, et elle prend énormément de temps. Et donc c'est dommage d'avoir des gens qualifiés qui coûtent cher parce qu'il y a une tension sur le marché sur ces profils-là, qui perdent du temps en fait à faire de la manutention de données. On a un problème de consolidation, et l'indice de confiance finalement sur la donnée qu'on a en face de nous peut être faible. On peut se dire, bon, bah, ok, on doit prendre une décision par rapport à de l'information qu'on a, mais est-ce qu'on a bien pris toutes les sources, et est-ce que le rapprochement a été fait correctement? Donc là encore, et c'est important de le rappeler, si on n'a pas de données en entrée, on ne peut rien faire. Donc, on n'est pas un scanner de vulnérabilité. Si Maxime ne nous pousse pas sa donnée de vulnérabilité avec cette première étape de priorisation qui est faite, on est tout nu là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est important de bien expliquer qu'on est un agrégateur de données et un consommateur de données. Et ces problèmes-là entraînent d'autres problèmes, la priorisation et le problème de communication. Si on veut expliquer en une image à quoi sert à la base le CASIM, on peut vraiment le voir sur cette image ici, où on a un RSSI qui pose une question, combien de Windows on a? Et chaque responsable d'un outil du parc, que ce soit l'EDR, la CNDB, le CIEM, ou des gens qui sont responsables de plutôt côté infra, vont avoir une réponse différente. Et c'est ça qui crée justement des problèmes de priorisation. Quand on installe justement une solution de type CASIM, on a, en croisant ces sources, on peut repérer des assets qui maintenant existent, qu'on repère, qui n'étaient pas là avant, qui a une comparaison dans le temps. On ne peut pas se permettre d'avoir 15 consoles différentes, parce que c'est ça qui fait perdre du temps aussi. Si on doit aller chercher un petit bout d'information à gauche, un autre petit bout à droite, et voir si notre inventaire ou notre CMDB comporte ces deux informations-là, ou a tous les assets qui sont concernés, là aussi on perd du temps. Et l'important, c'est la partie unicité. C'est de se dire, est-ce que j'ai bien une vision claire de tout le périmètre que je dois protéger? Et ensuite, quelles sont les alertes et les données de sécurité que je peux utiliser pour exploiter ça? Et la finalité, c'est vraiment la priorisation du risque. Donc, c'est ce que propose Oversock. Donc, on n'intègre pas toutes les sources en une fois, évidemment. Je passe à la slide d'après pour vous expliquer. On n'intègre pas toutes les sources en même temps, mais l'idée, c'est de se dire, très bien, on peut commencer par les sources les plus simples à intégrer,
Et donc, c'est là où avoir des connecteurs est un enjeu important pour les solutions de Casim. Et ce qu'on veut, nous, du côté de nos utilisateurs, c'est qu'ils disent, bah, tiens, oui, j'ai un scanner de vulnérabilité et j'en exploite un qui est performant et j'aimerais bien pouvoir faire plus avec cette donnée-là. Et c'est là qu'un partenariat entre Oversock et CyberWatch a du sens. Derrière, je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien croiser cette donnée-là avec de l'EDR, par exemple. Et ensuite, bah, tiens, j'ai des agents de découverte du parc qui vont me dire que des nouveaux assets existent sans qu'ils soient forcément couverts par un EDR ou par le scan de vulnérabilité. Et en croisant ces sources, on arrive justement à consolider ce qui doit être protégé. Et donc, c'est pour ça que quand on travaille avec des organisations, on peut tout intégrer d'un coup, mais c'est des projets qui sont un peu plus lourds. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les outils de cyber sont de plus en plus apaisés. Donc, nous, ça nous permet de récupérer de la donnée automatiquement. La donnée de contexte métier, par contre, c'est celle qui est la plus difficile à aller chercher souvent, parce que ça demande un tagging qui est fait manuellement. Donc, on verra juste après que chez Oversock, on met vraiment un point d'honneur à avoir une interface qui est ergonomique et facile à utiliser. Parce qu'on a besoin d'amener sur des outils cyber des responsables IT, des responsables de l'infra. Donc ça, c'est vraiment la façon dont on peut travailler avec un outil comme le nôtre. Si je reviens sur cette slide-ci, c'est assez important de voir, parce qu'on a un nouvel acronyme, ça gonfle pour être très cru nos partenaires RSSI, parce qu'on en a toujours plus et on essaye de bien se les représenter. Un outil Casim, il se place ici. Il est vraiment consommateur de données, encore une fois, je le répète, sans données de vulnérabilité qualifiées, nous, on ne peut rien faire sur la partie vulnérabilité. Et l'idée, c'est que vous, de votre côté, vous puissiez vous dire, bah, tiens, oui, j'ai un outil qui me permet de surveiller ma surface externe. J'ai un outil qui me permet de suivre à peu près mon inventaire, même s'il est souvent mis à jour manuellement. J'ai des consoles cloud, j'ai un EDR qui est déployé sur, je l'espère, tous mes agents. Et ensuite, j'ai des sons de réseau et j'ai toute la partie AD qui est importante pour mettre là-dessus l'utilisateur. L'essence de l'outil Casim, c'est d'être un agrégateur de ces sources-là. Donc, par exemple, comment ça se déploie, et on parlera un peu de déploiement, notamment de scanner de vulnérabilité avec Maxime juste après. On peut commencer par les sources qui vous semblent les plus importantes pour vous. Et souvent, le duo qu'on retrouve, c'est scanner de vulnérabilité et EDR. Et c'est ça qui permet de commencer à consolider un inventaire et à se dire, voilà les actifs que je connais et qui sont importants. Et l'idée, c'est de venir consolider cet inventaire avec des sources supplémentaires. Donc voilà où se positionne le Casim par rapport au florilège de solutions de sécurité que vous avez, posé sur un standard du NIST pour comprendre où ça intervient, avec quoi ça communique et qu'est-ce que ça consomme comme information. L'intérêt d'Oversock et le différenciateur, et je vais vous montrer justement rapidement à quoi ressemble notre interface, c'est de passer d'une vision où on a 4, 5, 6, 10 dashboards différents, parce qu'on a plein d'outils qui permettent de surveiller de la surface externe, l'inventaire, les vulnérabilités, l'agent, et de le transformer en quelque chose de fonctionnel. On a une cartographie qui est dynamique, qui présente l'information par couche, qui permet d'automatiser une partie du reporting, mais qui permet aussi de forer dans de la donnée technique et de permettre à un opérateur cyber de dire, bah, tiens, je veux voir toutes mes machines qui n'ont pas un EDR à jour, mais qui ont été scannés par CyberWatch hier, parce que je veux voir s'ils sont à risque. Je veux en plus voir s'ils sont exposés sur Internet. Et donc là, on se rend compte qu'on va taper sur différentes sources de données. Donc l'idée, c'est vraiment de vous proposer un outil qui fait gagner du temps. C'est ça l'important. L'idée, c'est pas de faire joli, mais c'est de se dire qu'une cartographie, ça doit ressembler à une cartographie pour transférer plus d'informations plus rapidement, et que le cerveau humain n'est pas fait pour consommer de la donnée à plat sur différents dashboards. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'automatisation, évidemment, mais ça veut dire que le moment où l'être humain reprend la main pour comprendre ce qui se passe, pour collaborer sur une priorisation de risque, d'audit ou sur une réponse à incident, on a besoin d'avoir une carte qui est claire. Et si je vous montre à quoi ça ressemble, je vais partager mon écran. Hop. Donc, l'interface Oversock, on voit bien mon écran, Maxime, c'est bon? En tout cas, pour moi, c'est bon. Donc j'espère Super. que pour notre public aussi. D'accord. Donc là, on atterrit, alors je vais ranger un peu les onglets, on atterrit sur la base de la carte Oversock, où on agrège dans une même carte du contexte métier, qui n'est pas forcément complet à 100%, mais on est déjà capable de mapper ce qui existe, qui agrège aussi de la donnée de vulnérabilité, de la donnée d'agent et de la donnée de SIEM. Et on se rend compte qu'on peut naviguer d'un mode à un autre. Là, je suis en mode cartographie, où on va avoir les assets rangés dans certaines zones. Je peux forer dans la donnée et creuser, et aller jusqu'à un niveau de granularité assez fine où je peux vraiment me concentrer sur une machine en particulier qui appartient à une zone
et avoir tout un tas de reporting sur cette machine. Donc là, je suis dans un mode plutôt cartographie. On peut aussi, une fois qu'on a zoomé sur une zone ou sur un type de machine, passer sur un mode vulnérabilité et faire ressortir de la donnée de vulnérabilité. Donc on a isolé une machine ou un groupe de machines pour une caractéristique particulière, du contexte métier par exemple, ou une date de scan qui est trop ancienne. Et là-dessus, je veux voir, tiens, qu'est-ce que CyberWatch a scanné comme vulnérabilité là-dessus? Et donc ici, on se retrouve justement avec tout le détail de vulnérabilité, la possibilité de se dire, je veux un asset qui a un agent EDR actif, qui a une vulnérabilité d'un type particulier qui a été scanné par CyberWatch et qui a un OS et qui a un port exposé. Donc l'idée, c'est de pouvoir concaténer toutes ces informations et de faire en fait des requêtes facilement, parce qu'encore une fois, on peut se dire, oui, mais sur un SIEM comme un Splunk ou un Elastic, on peut faire ça. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est qui est capable de faire ça? Et la réponse, c'est souvent des gens qui sont formés pour ça, très qualifiés, et il y en a peu, et ça coûte extrêmement cher. Donc l'idée de Worksock, c'est de dire comment on peut recréer un modèle cartographique qui vient consommer de la donnée existante et qui permet justement de ranger la donnée d'une façon claire selon certains cas d'usage. Donc là, on est dans un mode EDR, on fait ressortir justement les tactiques mitres qui auraient été détectées par l'agent. On passe sur un mode vulnérabilité sur la même zone. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, je pose une question à l'entièreté de mon SI, je fais ressortir les zones ou les assets qui sont vitaux, et je peux zoomer et dézoomer un peu comme un Google Maps. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir partitionner l'information et manipuler différentes dimensions en même temps. Donc là, on a vu la partie agrégation de données, la partie corrélation dans un outil, la partie représentation et interface. Et ce qui est important, c'est d'aller chercher du gain de temps là-dessus. Donc ça s'adresse à des organisations qui ont 500, 1000, 1500, 10 000, 50 000 assets. Les plus grosses organisations avec lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est plus de 100 000 assets. Donc c'est considérable, mais ça permet vraiment de rassembler tous les utilisateurs autour d'un médium commun de collaboration. Et il y a un papier qui a été écrit par l'ANSSI sur le guide de la cartographie, élaboration en 5 étapes, je crois. C'est vraiment ça qui a motivé la création de Worksock. La dernière action, qui est peut-être la dernière étape, qui est peut-être la plus importante, c'est le fait de pouvoir agir. Donc agir sur une zone, agir sur un asset, et de se dire, bon, j'ai fait mon analyse, j'ai le résultat qui m'est représenté. Comment je fais pour transformer ce cockpit en quelque chose d'actionnable? Et donc ça passe par le fait d'être connecté dans les deux sens avec ces outils, et de se dire, à partir du moment où j'ai une sélection, donc un asset ou plusieurs, je peux cliquer dessus, je peux marquer l'asset comme vital, je peux exporter cette donnée et cette requête que j'ai construite facilement, je peux créer des tags. Donc l'idée, c'est aussi d'injecter ce contexte métier. Je peux pousser un ticket dans un outil d'ITSM, ou je peux pousser cette donnée vers une CMDB. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil cartographique interactif. Et c'est vraiment important, parce que c'est ça qui permet notamment d'exploiter cette donnée facilement, de pouvoir forer dedans, encore une fois, c'est un mot assez important, et aller jusqu'à comparer un SI entre deux dates, en disant, tiens, j'ai lancé un scan de vulnérabilité avec CyberWatch hier, je sais que tous mes assets n'ont pas été couverts, quels sont mes assets qui n'ont pas été scannés? Donc là, on va exploiter le timestamp du scan depuis X temps, pour se concentrer uniquement sur cela. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin sur les fonctionnalités de chacun de vos outils en agrégeant cette donnée. Mais on ne peut pas aujourd'hui remplacer le scanner de vulnérabilité, et toute la partie priorisation via des règles techniques que présentait Maxime juste avant, c'est pas fait directement dans notre logiciel. Donc ça, c'est important de le dire. Et alors, Donc tu as évidemment, une question aussi, ouais, Théo, pour information, là, j'en profite parce que c'est une question qui, je pense, est en lien directement avec les petits menus d'action que tu proposais. On a une question ouais. de Christophe Pignot qui nous dit: «Au-delà de la corrélation des inventaires, est-ce que le CASIM permet également la mise à jour des inventaires avec les informations manquantes, le déploiement des agents manquants, et cetera?» Alors, on aura toujours besoin d'un outil. Donc si on prend l'exemple de l'EDR, je ne vois pas la question dans Alors le... tu peux l'avoir en fait dans le petit menu sur les questions, D'accord, dans c'est l'accent, parfait. et en fait tu as la question de Christophe Pignot dedans. Super, merci. Donc, en fait, ça permet de mettre en avant ce qui n'était pas connu et ce qui est connu maintenant. Dans la partie mise à jour des inventaires, on a cette connexion pour pousser de l'information vers une CMDB. Et se dire, par exemple, tiens, j'ai 3 assets que je ne connaissais pas, qui ont été scannés, que je n'avais pas dans ma base avant. C'est possible de pousser cette information dans un inventaire. Donc, on se rend compte qu'une solution de CASIM peut accompagner un plan de déploiement d'une CMDB, parce qu'il y a vraiment cette partie dynamique et agrégation de données.
déploiement des agents manquants, et vous tapez vraiment sur les exemples qui sont intéressants, on peut justement, à partir du moment où on corrèle de l'information de plusieurs outils, se rendre compte qu'on a un asset qui n'est pas couvert par un EDR. Et donc se dire justement, bah ça fait partie des risques les plus importants. C'est une, une des parties clés de cette étude qu'on a faite avec les RSSI du César. Le fait qu'un EDR ne soit pas déployé, c'est un risque aujourd'hui qui doit s'allumer comme un sapin de Noël, quoi. C'est vraiment important. Et si on agrège ces données-là, donc je prends un exemple, un asset a été scanné par un scanner de vulnérabilité type CyberWatch, on est capable, si on a agrégé en même temps la donnée de l'EDR, de se rendre compte qu'il n'est pas couvert par un EDR. Et donc ça, justement, ça permet de se dire, ça crée une alerte dans le logiciel, en fonction des alertes que vous voulez suivre. Donc c'est un des cas d'usage dans la fonction EDR, qui vous permet de faire ressortir ça. Et alors, on a une autre question sur laquelle on va peut-être pouvoir tous les deux répondre. Donc, je vais te laisser démarrer si tu le souhaites. En tout cas, la question, elle vient de Farid à nouveau. Il y a un indicateur. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un indicateur de la complexité de la vulnérabilité afin de traiter en priorité celle qui demande les mesures les plus simples pour être corrigée? Tu veux y aller? Tu veux que je commence? Moi, je peux présenter quelque chose sur le sujet. En fait, Vas-y, donc vas-y. je vais partager mon écran moi aussi. Hop. Voilà, donc j'ai mon partage d'écran. Donc en fait, pour résumer déjà, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, l'essentiel des vulnérabilités qui sont détectées en fait par des outils, statistiquement parlant, ça va être des vulnérabilités de type CVE, qui sont des vulnérabilités en fait qui sont communes et documentées. Et en fait, d'ailleurs, en fait, c'est Common Vulnerabilities and Exposure, l'acronyme CVE. Et en fait, ce qu'il faut se dire dans ce cas-là, c'est que ces vulnérabilités, statistiquement parlant, elles ne demanderont finalement que à déployer des correctifs de sécurité déjà disponibles. Et dans CyberWatch, si jamais on cherche à prioriser plutôt sur la partie quelles sont les actions les plus simples à mettre en œuvre, et bien justement, en fait, on a une petite vue par rapport à ça qui vous permet de voir les actions correctives qui vont traiter le plus de vulnérabilités. Et en fait, finalement, quand on voit que statistiquement parlant, il y a déjà énormément de vulnérabilités qui se corrigent assez facilement par le déploiement de correctifs de sécurité, en fait, nous, ce qu'on pousse les clients à regarder dans ce cas-là, c'est presque une sorte de méthode 4 par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, c'est quelles sont les actions correctives où, si jamais je les mets en œuvre, eh ben, en fait, je vais traiter le plus de vulnérabilités. Autrement dit, au lieu de regarder quelles sont les vulnérabilités les plus simples à corriger, on va plutôt pousser les clients à se dire, en fait, il y a tellement de vulnérabilités qui sont simples à corriger qu'on va regarder quelles sont les actions que je peux faire qui vont être les plus efficaces. Une sorte un peu de Pareto des actions correctives, c'est-à-dire que quels sont les 20% d'efforts que je peux faire qui vont traiter 80% de mes problèmes. Et donc ça, on peut le représenter avec des approches sous forme de liste comme ça, avec une hiérarchie, ou alors on peut faire des choses un peu plus poussées encore, avec par exemple cette vue-là, donc qui représente en fait de manière graphique, sous forme de blocs de taille en fait différentes, quelles sont les actions qui vont avoir le plus gros impact. Et là, par exemple, on peut voir que la KB 502 63 62, si jamais je la déploie sur mon parc Windows Server 2019, eh ben, je vais traiter 9,47% de tous mes problèmes. Et donc, on va vous dire, déployer cette KB, ça serait assez important finalement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ça, en fait, CyberWatch embarque aussi un petit module de patch management. Donc attention, ça c'est en général utilisé par nos clients qui sont de taille soit petit parc informatique, soit taille de parc informatique de taille moyenne, on va dire. Parce que les clients qui ont des parcs informatiques beaucoup plus gros, par exemple 100 000 actifs, 300 000 actifs, etc., en fait, ils ont déjà des outils de patch management en interne souvent. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que si vous le souhaitez, CyberWatch vous permet de déployer le correctif directement sur vos actifs en question. On ne fait pas du tout de la magie. Dans ce cas, on va juste déployer le correctif avec du apt install pour la partie, par exemple, dpkg. On va faire du yum install, etc., du pacman install en fonction des distributions Linux. Et sur la partie Windows, en fait, on peut déployer des KB, tout simplement, en fait, via du PowerShell. Et ça, on sait le faire avec et sans agent, d'ailleurs. On sait le faire à la fois en mode avec agent, mais aussi en mode sans agent. Et dans ce cas-là, on passe par du SSH ou du WinRM. Et pour les clients qui sont déjà équipés d'outils, en fait, plutôt que de déployer directement depuis CyberWatch, CyberWatch peut être câblé
à des API tierces pour générer en fait une requête qui va déployer le correctif via la solution tierce. Souvent, on parle de la solution WAPT pour ça, qui fonctionne très très bien et qui est éditée par Tranquille IT. Et donc, finalement, c'est une approche aussi de quels sont les éléments qui vont traiter le plus de problèmes de la manière la plus simple. C'est-à-dire que quel est l'effort que je peux mettre en priorité pour corriger un maximum de vulnérabilités comme ça. En espérant que ça réponde à votre question, Farid. Je ne sais pas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Théo? Ouais, l'exemple est vraiment justement, super intéressant. Donc par exemple, comment on peut faire le pont entre un CyberWatch qui va, faire cette analyse par rapport à votre contexte et le reste de l'information que vous avez? Donc on peut croiser ça avec de la donnée d'agent en disant donc si c'est pas l'agent, CyberWatch qui est installé chez vous, en vous disant: «Bah tiens, je crois ça», en me disant, «Je vais pouvoir pousser les correctifs plus rapidement s'il y a un agent dessus». Pour certaines vulnérabilités évidemment. Donc là, ça vous permet de vous dire: «Bah tiens, je veux voir, tous mes assets qui ont été scannés sur telle vuln, qui appartiennent à tel OS, qui sont couverts par un agent et je veux en plus voir où ils sont situés dans mon SI, qui en a la charge et dans quel BU entre guillemets ils se trouvent». Et c'est là où justement basculer d'un outil, scan de vulnérabilité à un outil CASIM. Donc encore une fois, nous on exploite cette donnée qui sort de CyberWatch, pour aller un peu plus loin et permettre la priorisation. Donc ça, c'est la partie, priorisation étape 1. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de pouvoir comparer ça dans le temps, en montrant une carte V1 et une carte V2, en disant, bah, tiens, j'ai déployé des correctifs, je veux voir sur ma carte tous les assets qui faisaient partie de ce premier pool, qui ont un correctif qui a été appliqué, donc ils ressortent, versus ce qui reste encore à faire. Et ça permet d'avoir à la fois la vision du contexte et la vision de la tâche que vous êtes en train de remplir. Et de partager ça facilement à des opérateurs d'autres zones, ce qui vous permet, vous, de comparer justement différents périmètres qui avancent en même temps sur la même tâche. Est-ce que tu veux montrer d'autres choses, Théo, aussi peut-être? Non, je pense que là, on est vraiment rentré dans le sujet. Je trouve que l'exemple que tu as pris est excellent. Nous, en conclusion, l'important, c'est vraiment comment on sait si on a besoin d'une solution comme la nôtre. Le facteur, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'avoir des équipes en interne qui vous disent on pelte de la donnée toute la journée et on ne trouve pas ça efficace. Ça, c'est vraiment ce qui fait que des organisations nous appellent et nous disent bah, tiens, on aimerait tester votre outil, on aimerait le poker sur du scan de vulnérabilité et de l'EDR, ou on aimerait partir de notre fichier de périmètre et on a du scan réseau qui est fait manuellement parce qu'on ne peut pas déployer d'agents sur plein de choses et on aimerait voir ce que ça donne. C'est vraiment en général ces situations-là qui fait qu'on a des partenariats qui sont intéressants. Et Très bien. encore plus en conclusion, là je te rends la parole Maxime, c'est un plaisir pour nous de travailler justement avec des sources de données de qualité, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, les intégrations sont faciles et on sait que ce qu'on mappe comme information a un niveau de confiance pour l'utilisateur qui est élevé. Donc ce qui est important dans ces cartes-là, c'est bien de savoir de quel outil provient l'information. Et moi, en conclusion aussi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de formule magique en termes de méthode de génération de données, par exemple pour un scanner de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est vraiment important d'avoir une certaine flexibilité sur l'ensemble des outils que vous utilisez. Parce que, encore une fois, en fait, en fonction des organisations et même en fonction des équipes avec lesquelles vous allez travailler au sein de votre organisation, vous n'allez pas avoir le même type de discours. Certaines personnes, par exemple, vont s'orienter sur quels sont les fruits les plus simples à accueillir chez moi, c'est-à-dire quels sont les correctifs les moins coûteux à déployer qui vont traiter le plus de vulnérabilités. C'est la fameuse méthode 4 que finalement on a pu montrer grâce à la question de Farid. On va avoir des personnes qui vont se dire, moi c'est très important que j'ai une démarche rationnelle qui en fait utilise une méthode ultra connue du marché, donc le CVSS version 3. Utilisé de manière complète par exemple, est très adapté pour se dire, j'utilise une méthode reconnue par le monde entier, mais je rajoute un contexte sur est-ce que les vulnérabilités sont réellement utilisables ou pas chez moi, c'est la partie exploitabilité, et également mon contexte métier avec le score environnemental qui est trop souvent oublié dans le CVSS version 3. C'est aussi la présence de certaines équipes qui vont dire ouais, mais concrètement, est-ce que ces vulnérabilités vont être utilisées prochainement ou pas? Ça, c'est la partie avec le PSF. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire moi, en vrai, ce qui m'importe, c'est qu'on soit couvert par rapport à une menace bien précise qui a frappé un de mes concurrents récemment. Et ça, c'est la partie, je me positionne par rapport à une menace, par exemple, APT documentée au niveau du MITRE, et c'est le MITRE attaque. Donc vraiment, en fait,
il faut se dire qu'il n'y a pas de recette miracle qui marche dans tous les coups. Par contre, il y a plusieurs méthodes qui, en fonction du contexte, vont être nécessaires et vont être plus pertinentes. C'est-à-dire que, en fonction de chaque situation, vous allez avoir des outils à disposition qui vont vous permettre, par des paramètres comme ça, de mettre en avant des données pertinentes. Et je pense qu'Overstock a aussi cette qualité de pouvoir agréger des métriques déjà produites par différents outils comme le nôtre et de vous permettre à nouveau de rajouter une couche de finalement, je vais me refaire ma petite recette pour mettre en avant les données qui aujourd'hui seront pertinentes pour moi, sachant que demain, je vais peut-être vouloir mettre en exergue d'autres paramètres. Et je pense que c'est là l'intérêt d'avoir aussi des outils comme Overstock, c'est de permettre de reprendre des données d'un CyberWatch et de les corréler à d'autres solutions à côté de manière très visuelle, et en plus de pouvoir changer les paramètres qui seront intéressants pour vous en fonction de vos besoins. Donc, merci pour votre attention. Alors, Vraiment, on peut... regardez ces sujets-là. Et puis, Théo, vas-y. Non, excuse-moi, je vois que Brice est en train de taper quelque chose, donc peut-être avant... Oui, absolument. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a une question sur est-ce que c'est utilisable sans Overstock. En fait, on a des clients qui utilisent du CyberWatch tout seul pour faire de la priorisation justement des vulnérabilités avec notre propre moteur. En fait, ce que disait Théo tout à l'heure, c'est que ça devient intéressant d'avoir un produit comme Overstock quand vous avez une quantité énorme d'actifs et qu'en fait, vous avez besoin de faire des analyses multi-outils finalement. Mais en fait, on a des clients qui utilisent CyberWatch sans Overstock pour faire de l'analyse sur les vulnérabilités avec les techniques de priorisation que je montrais tout à l'heure. Et en fait, Overstock va plutôt intervenir quand vous avez besoin de faire de l'analyse multi-outils, où là, c'est moins notre métier et c'est naturel que ce soit moins notre métier. 100% aligné. C'est pour ça qu'on s'adresse souvent un peu plus à des entreprises qui ont plus d'outils, soit qui ont un arsenal cyber un peu plus développé, ou plus d'assets. Parce que c'est sûr que si vous êtes une TPE ou une PME, avec peu d'outils finalement, c'est overkill. Donc c'est Et pour ça d'ailleurs, que le facteur... je vais aller encore plus loin par rapport à ça. C'est en fait, dans les très grandes organisations, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas un seul scanner de vulnérabilité. Il n'y en a pas deux non plus. Il y en a souvent un par filiale ou un par équipe au sein des filiales et tout. Et en fait, c'est dans ce cas-là que c'est important aussi d'avoir des outils qui vont faire de l'agrégation, en fait, multi-outils. Et donc, il y a plusieurs solutions, notamment en France, qui existent sur le sujet. Et en fait, Overstock fait partie de ces solutions-là qui peuvent être utilisées aussi pour faire de l'agrégation multi-outils. C'est-à-dire que vraiment, en fait, plus on a une organisation qui va être complexe, plus on va avoir besoin d'outils pour gérer les autres outils, finalement. Exactement. Et bien dans ce cas-là, à très bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire, donc pour les personnes qui sont présentes. Et puis, pour information, nous serons aussi présents à un salon donc à Monaco qui s'appelle Ready for IT. On sera ravis de vous rencontrer aussi sur place si vous avez l'occasion d'y participer. Et puis, vous pourrez aussi suivre les éléments sur notre blog et sur notre page LinkedIn et sur notre compte Twitter. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire sur nos pages LinkedIn et sur nos comptes Twitter, parce que Overstock a aussi tout ça. C'est clair. Merci pour l'invitation, Maxime, et on se Merci voit à beaucoup. Ready for It. Excellente journée. Au revoir. Merci. Au revoir.